On veut m'empêcher de postuler à telle candidature. Nandengo Moni Frank Diongo a désisté en faveur à Katumbi. Winner. Cette Kikouni. Paris Foot. Matata Pogno. On veut m'empêcher de postuler à telle candidature. Il y a des candidats qui désistent en vrac, en masse pour Moïse Katumbi. Ça démontre que la bataille sera très compliquée pour Félix Tshisekedi. Mais attendez, quand vous prenez... Avec les poids de cette Kikouni, les poids politiques de Frank Diongo, les poids politiques de Matata Pogno, ça complique un peu les choses pour Tshisekedi et les autres candidats. Je peux vous soupçonner d'avoir reçu un peu de chop-chop par ces gens pour parler d'eux. Hein? Ah bon? Comment vous pouvez affirmer que M. Kikouni a un poids politique? Cop, la misée, bon, ils ont la moutoumou, babi a somba, a somba, a pu s'attirer. Candidature là-bas. Winner, Paris Foot, a misé 65 000. Bon, celui pour qui la politique se résume à l'argent, Monsieur Katumbi, je vous mets au défi, ils ne vont pas aller au stade de Martyr. Et si, même s'ils mettaient les moyens à Angers, ils ne peuvent pas remplir le stade de Martyr? Qu'il ne s'agit pas simplement des moyens. Parce que si c'était qu'une question de moyens, depuis le début des contestations de la victoire de M. Tshisekedi, à ce jour, l'opposition allait se prêter à déjà brandir les muscles au stade de Martyr. Déjà, si pendant 5 ans, ils ne se sont pas hasardés, c'est un risque que M. Katumbi ne va pas prendre. D'aller au stade de Martyr. D'aller au stade de Martyr parce qu'il sait, parce que son équipe sait que même s'il mettait un moyen, il y aura une désillusion qui va leur faire perdre même le sommeil. Et il y a une nette distinction entre la construction des biens privés et la construction des biens appartenant à l'État, des biens publics. Katumbi s'est, je dirais, illustré dans la construction de son empire à lui. Empire à lui. Donc j'ai dit... Donc il n'a rien fait, il n'a pas construit d'hôpitaux là-bas. À Colosie, par exemple, je vais noter l'hôpital Mwangeji, qui est en train d'être construit par Madame Fifi Masuka. Un grand hôpital. Hein? Mais il y a la construction des bâtiments, par exemple, Derlou, Direction Générale des Recettes de l'eau là-bas. Il y a des palais de justice. Il y a beaucoup de bâtiments là-bas. La police, même la CENI ici, a un bâtiment aujourd'hui construit par la province. Vous pensez que Katumbi n'a pas fait ça lorsqu'il était gouverneur? Maintenant, tenez, s'il avait fait, ses partisans nous l'auraient balancé. Voyez-vous, ils n'ont tellement pas des preuves à mettre sur la table qu'ils se sont agrippés sur des réalisations qui appartenaient au gouvernement central. Quand je pose la question, citez-moi des infrastructures notables d'envergure. Prenez par exemple le bâtiment construit par la gouverneure du Loloaba. Le siège de l'Assemblée provinciale. Le siège de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale siège déjà là-bas. Prenez simplement cette infrastructure. Citez-moi une infrastructure du genre construite par M. Katumbi. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Non, ce n'est pas que je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand le président de la République a dit qu'il n'y a aucune raison de recevoir de M. Katumbi, ses partisans vont debout, sont montés pour dire « Ah, mais tiens donc, qui a construit la route qui va... » Kolwezi-Lubumbashi. Cette route a été construite par le gouvernement central. Même les ponts là-bas, hein, les ponts... Ça, c'est Joseph Kabila. Par le gouvernement. Nous étions avec Jean-Marie Kassamba à Kolwezi et on était allés de ce côté-là. Et il avait fait des reportages même là sur ce pont-là. Kassamba parlait de ça. Hein. C'était sous la supervision de l'ACG, je crois. L'Agence des grands travaux. L'Agence des grands travaux. Tout à fait. L'étranger finance avec les mots Ibrahima, Jean Soros. Les étrangers ont choisi. Fondation Kofi Annan. Fondation Kofi Annan, qui est encore revenu pour... Il s'est choisi ce candidat. Ce candidat est connu. Donc c'était Martin Fayoulou, c'est ce que vous voulez dire. Donc vous pensez que Martin Fayoulou était le candidat voulu par ces conglomérats. Personne qui manageait ça, M. Katumbi. Mais c'était le candidat à la coupe de Katumbi. Et Katumbi avait ses deals avec l'étranger. Les négociations qui ont eu lieu en Afrique du Sud où il y a eu le délégué de Fayoulou, le délégué de Denis Mukwege
délégué de Sessanga, délégué de Moïse Katumbi, qui a déjà un candidat choisi par l'étranger. C'est qui ce candidat-là? L'étranger se cherche un candidat. Et pour l'étranger, le candidat idoine, les candidats qui répondent à leurs critères. C'est M. Katumbi, on ne va pas chercher. Est-ce que vous pensez que Katumbi a des acquaintances aujourd'hui avec Kagame? M. Katumbi est un bon ami de mon Ibrahim. Mon Ibrahim qui est, je dirais, l'un des parrains de Kagame. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans le cadre de cette émission autour d'un sujet important, campagne électorale, qui roule pour qui? C'est ça le thème de l'émission de ces jours. Et pour analyser ces sujets, nous avons le réel plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission un analyste politique. Il est aussi candidat député provincial dans la circonscription électorale de Bandalungwa, ici à Kinshasa. Il s'appelle bien M. Patrick Eyalé. M. Eyalé, bonjour. Bonjour, M. Charleka. Alors, ça a déjà commencé, hein? La campagne a commencé. Le président Tshisekedi a débuté sa campagne au Stade des Martyrs. Comment avez-vous trouvé cette sortie, la première pour cette campagne du président Tshisekedi? Bon, j'aimerais d'abord saluer la prouesse du camp présidentiel. Prouesse. Parce qu'il faut d'abord signaler que la tenue de cet événement a été annoncée 2 jours avant qu'elle n'ait lieu. Avant qu'il n'ait lieu, voulais-je dire. Vous appelez ça événement? C'est un événement. Le fait de remplir... non, pas le fait... ou de réunir... Le fait de remplir, on va y arriver, mais le fait d'aller au Stade de Martyrs pour le lancement de la campagne. C'est ça ce qui est événement? La campagne, le début de la campagne est un événement. Voilà. Et le camp présidentiel a pris le pari du Stade de Martyrs. Le pari. Le pari. Pourquoi? Je dis pari. Parce qu'il est des notoriétés publiques que affronter le Stade de Martyrs est quelque chose, un exercice extrêmement compliqué. Ah bon? Pour tout, ben, c'est connu. Vous êtes sans ignorer la polémique qu'il y a dans le monde musical, par exemple. Il y a beaucoup de musiciens qui ont, je dirais, qui ont le vent en poupe, mais qui n'ont pas su dompter le Stade de Martyrs. Mais dans une ville de 15 millions d'habitants, remplir le Stade de Martyrs, c'est 80 000. Ça ne représente même pas 1%. Oui, mais de tous les temps, ça a toujours été un exercice très difficile, surtout pour la classe politique. Les artistes musiciens, les confessions religieuses s'essayent, tant mieux que mal, à réunir, je dirais, quelques 100 000 à peu près d'âmes dans ce stade. Mais pour les acteurs politiques, ça a toujours été compliqué. Toutes les mandatures de M. Kabila, il ne s'est jamais risqué à aller au Stade des Martyrs. Tout le temps qu'il a passé au pouvoir. Tout le temps qu'il a passé au pouvoir, dans les campagnes ou que sais-je encore, il ne s'est jamais hasardé à faire, je dirais, même un meeting, un lancement de campagne. Il ne s'est jamais hasardé. Parce que... Mais il a été à la foire internationale, la FIKIN, hein? En 2006, il était allé là-bas. Je parle du Stade de Martyrs parce que la configuration du Stade du Martyrs vous permet à l'instant de pouvoir jauger du nombre de personnes qu'il y a. Il y a de ces endroits où vous avez du mal à déterminer l'affluence de personnes. Généralement, pour tromper un peu l'opinion, certaines personnes vont à Sainte-Thérèse, où on rône les images. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, avec la nouvelle technologie, cette capacité de truquer les images, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au Stade de Martyrs. Parce que les images sont à l'instant. Et les drones montrent tout. Mais
certains candidats, pour contourner ça, vont dans des lieux où ils peuvent tenir un meeting, on met quelques gens devant l'estrade, on prend une photo rognée, on balance. Mais en stade de Martyr, vous ne pouvez pas risquer pareil flouterie. Voilà pourquoi je disais que c'était un pari risqué. Pourquoi? J'insiste sur le pari risqué. D'abord, parce qu'ils ont pris 2 jours de préparation, seulement. 2 jours. 2 jours. C'est le jeudi qu'on a tous appris à travers les médias que le président va lancer sa campagne au stade de Martyr. La mobilisation a commencé jeudi soir. Jeudi soir. On n'a jamais vu ça. On parle de l'argent qui a circulé pour mobiliser les gens. Je vais en venir. Je vais en venir. Il faut, toute proportion gardée, je dirais, saluer cette prouesse. 2 jours pour mobiliser des gens et faire, je dirais, le raz-de-marée qu'on a vu. Raz-de-marée? Raz-de-marée pour une activité politique, c'est un raz-de-marée. Pour une activité politique, c'est un raz-de-marée. L'affluence était certaine, au-delà de Madame la Pluie, qui a voulu un peu perturber. Absolument. Mais on a vu que les gens étaient motivés et on a vu qu'il y avait une belle ambiance. Maintenant, certains esprits sont en train de dire l'argent a circulé. Je veux bien croire à cela. Je ne veux pas ici faire celui qui n'a pas ses 2 pieds sur terre, qui ne connaît pas certaines réalités, comment ça se déroule. Je présuppose, sans l'avoir vu de mes propres yeux, que l'argent aurait circulé. Mais, qu'à cela ne tienne, quelle est ma réaction par rapport à l'accusation de l'opposition arguant qu'il y a eu une mobilisation faite par le biais de banque. Ok. Le stade de Martyr ne sera pas délocalisé. Le stade de Martyr est ouvert à tout le monde. L'opposition a chanté pendant tous ces quinquennats à l'impopularité du pouvoir. Ok. A contrario, l'opposition a le vent en poupe. L'opposition a une popularité avérée. L'opposition peut, même aujourd'hui, dire que demain, ils vont au stade. Et puis remplir le stade de Martyr. Et puis remplir le stade de Martyr. Au lieu que l'opposition s'arrête à dire, voici, il y a ici, il y a ça, que l'opposition relève le défi. Le stade de Martyr n'est pas délocalisé. C'est un défi pour l'opposition? C'est un défi. L'élection, plus que tout autre événement politique, est un moment où l'on jauge de la popularité. Alors, quelle analyse faites-vous lorsque, parce que vous avez parlé de Kabila ici, et le seul parti politique de l'opposition qui a osé affronter le stade des Martyrs s'appelle bien l'UDPS. Hein? Plusieurs fois d'ailleurs. On a vu l'UDPS aller là-bas et faire plein là-bas. Plusieurs fois. Permettez-moi, Charles, quelque chose encore me revient. Je sais que ces partisans vont s'en prendre à moi. Vous allez remarquer que dans tout ce quinquennat, M. Fayoulou, qui réclame avoir gagné les élections passées, 5 ans durant, n'a jamais organisé un moindre événement politique au stade de Martyr. Lui, qui se targue d'avoir eu 62%. Si vous regardez bien à Kinshasa, ces meetings ne sont concentrés que sur Ndjili Sainte-Thérèse, hein? Que Ndjili Sainte-Thérèse et quelquefois Ngaba. Sociologiquement. Ngaba? Oui, oui. Il a déjà fait un meeting à Ngaba? Oui, généralement, quand il y a marche, quand ce n'est pas Ndjili, ça commence à Ngaba. Sociologiquement, ce n'est pas un secret. C'est parce que c'est des coins habités majoritairement par des ressortissants de la province qui est de monsieur Fayoulou. Voyez-vous, parce que les données nous renseignent que il y a des coins qui sont habités majoritairement par tel ressortissant ou tel ressortissant. J'aurais bien voulu, faisant étalage de sa popularité, que M. Fayoulou, durant ces 5 ans, appelle ses partisans à remplir le stade de Martyr. Mais il n'est pas trop tard. Il est candidat. Il est candidat. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit
pour revendiquer sa popularité que tenir un rassemblement dans ce lieu où je peux appeler le baromètre. Le stade de Martyrs est un baromètre. Baromètre de popularité. Baromètre de 15 millions d'habitants, 80 000 personnes au stade de Martyrs. Vous appelez ça baromètre? C'est un baromètre. Quel est cet endroit que nous avons à Kinshasa qui peut remplir, je dirais, plus de monde que le stade de Martyrs? Quel est cet endroit? C'est là que c'est un baromètre. Donc, pour qu'on confirme qu'un leader politique soit-il est populaire, il faut aller affronter le stade de Martyrs. Mais en tout cas, c'est le jeu politique qui fait ça. Et ce n'est pas de choses. Vous pensez que quelqu'un comme Moïse Katumbi ne peut pas, à Kinshasa, ici, à remplir le stade de Martyrs? C'est tout le défi. C'est tout le défi. La personne, pour moi, dans la configuration de l'opposition, malgré que je pense qu'il a perdu un peu de plume, mais la personne qui est à même de remplir ce stade, je pense que ça peut être M. Fayulu. Ah bon? Oui, mais M. Katumbi, je vous mets au défi. Ils ne vont pas aller au stade de Martyrs. Et même s'ils mettaient les moyens à Angers, ils ne peuvent pas remplir le stade de Martyrs? Parce que là, on parle justement de l'Union sacrée, du président Tshisekedi qui aurait mobilisé des moyens pour que les gens aillent au stade, même si c'est là après 28 et 48 heures, tout simplement. Mais vous avez... Katumbi ne peut pas aussi mettre des moyens à... Mais vous avez posé la question et la réponse se trouve dans votre question. Je vais simplement élargir votre pensée pour dire qu'il ne s'agit pas simplement des moyens. Ce n'est pas une question simplement des moyens, comme sont en train de le dire les opposants. Parce que si c'était qu'une question des moyens, depuis le début des contestations de la victoire de M. Tshisekedi, à ce jour, l'opposition allait se prêter à déjà brandir les muscles au stade de Martyrs. Déjà, si pendant 5 ans, ils ne se sont pas hasardés. Hasardés? Mais je dis bien, j'utilise les mots qu'il faut. C'est un risque que M. Katumbi ne va pas prendre. D'aller au stade de Martyrs. D'aller au stade de Martyrs parce qu'il sait, parce que son équipe sait que même s'il mettait un moyen, même s'il mettait les moyens, il y aura, je dirais, une désillusion qui va leur faire perdre même le sommeil. Ah bon? Ils le savent. D'abord, là où je vais encore saluer la prouesse, parce que les gens ne mesurent pas cela suffisamment. Kinshasa était réputé être le bastion de l'opposition. Depuis toujours. Hein? Depuis toujours. Le pouvoir en place avait, depuis Kabila et même sous Mobutu, d'ailleurs même Mouzé a connu ça, pendant que sa cote de popularité est en baisse, le pouvoir en place a toujours eu maille à partir, ici à Kinshasa. La Kinshasa est réputée pour être la capitale de l'opposition. Tenu de maître à l'époque par Étienne Tshisekedi. Hein? De tout le temps, l'UDPS et Alliés et même la Senko ont toujours malmené le pouvoir en place. Le pouvoir en place a toujours eu des difficultés à organiser des grands événements, des grandes matinées, des grands rassemblements politiques. C'est une première de voir le pouvoir en place organiser et réussir à tenir un tel rassemblement. Organisé régulièrement, on l'a vu avec la sortie de l'Union sacrée aujourd'hui. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Ils ont, au cours de ce quinquennat, ils ont démystifié le stade de Martyrs. Ils ont démystifié le stade de Martyrs. Mais quelles sont les raisons, en fait, hein? C'est quoi les raisons, selon vous? Non, il y a de la sympathie. Est-ce que c'est parce que Tshisekedi est quinois de naissance? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est parce que l'opposition n'abat pas un bon travail? Qu'est-ce qui explique cela, au fait? Avant que je ne réponde, parce que cette réflexion risque de m'échapper, Kinshasa est un melting pot. Ça veut dire on y trouve les ressortissants de toutes les provinces.
Donc c'est l'image de l'unité que nous avons toujours voulu, pour l'image de l'unité que nous plaidons. Ça veut dire la photo, je dirais l'autopsie, la photosynthèse qui a été faite, c'est pour dire que pas simplement les Quinois, les Congolais ont une affection particulière vis-à-vis du président. Il y a, mais bien sûr. Vous allez au Katanga, au Maniema aujourd'hui, vous pensez vraiment que Tshisekedi est aimé au Maniema, au Nord Kivu, Sud Kivu, au Bandundu, au Katanga, comme c'est le cas ici à Kinshasa? Non, on doit être conséquent. Il y a de ces provinces où le taux de popularité de M. Tshisekedi n'est pas au top. Ça, c'est un fait, c'est une vérité. Vous pouvez citer ces provinces-là et citer aussi les provinces dans lesquelles le taux de popularité de Tshisekedi est en hausse? Je pense qu'au Nord Kivu, le taux de popularité de M. Tshisekedi n'est pas au top. Au Nord Kivu, pour des raisons bien évidentes. La guerre, je dirais, qui continue à sévir est l'une des grandes causes. Autre province? Subsidiairement, on peut prendre la province du Sud Kivu. Subsidiairement. Mais à un degré, je dirais, à un moindre degré. Parce que, pourquoi je dis à un moindre degré, au Sud Kivu, le président a des alliés qui sont populaires, qui font asseoir M. Tshisekedi et permettent à ce que son opinion dans la ville ne soit pas la ramasse. Bien que Denis Mukwege est de là, hein? Oui, Denis Mukwege est de là, mais Denis Mukwege, la transition entre Bistouri et entre cet habit de médecin et le costume de politicien semble être difficile à porter pour lui. Alors, là, mais revenons à la question. Au-delà de ces deux provinces, j'ajouterai le Maniema aussi. Le Maniema aussi, parce que la plupart des leaders du Maniema sont hostiles au président de la République. Donc Tshisekedi va perdre déjà carrément 3 provinces. Tshisekedi sera en ballottage défavorable. Dans ces 3 provinces? Dans ces 3 provinces. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema. Je crois que c'est tout. C'est tout? C'est tout. Sur tout l'ensemble sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble de la République. Sur l'ensemble de la République. Sérieux là? Je vous dis, on peut aller province par province, je vais vous le démontrer. Le Katanga dans son ensemble. Vous avez au Katanga, Lualaba. Parfaitement. Vous avez les Tanganyika. Parfaitement. Et vous avez parlons du Grand Katanga. Parlons du Grand Katanga pour nous résumer. Le président ne sera pas balayé et son opinion n'est pas défavorable au Grand Katanga. Pourquoi? Parce que d'abord, cette population a connu le challenger aujourd'hui principal du président de la République, M. Katumbi, pour ne pas le citer. Le Grand Katanga l'a connu comme gouverneur. Pour la plupart, ils n'en gardent pas un souvenir, je dirais, flatteur. Vous avez fait un sondage pour dire des choses comme ça? Mais, cher ami, je suis congolais. C'est lui les Baba de Katanga. Baba de Katanga aujourd'hui, Moïse Katumbi, qui a remplacé je ne dis pas que M. Katumbi n'est pas populaire au Katanga. Non, je ne peux pas m'hasarder à faire pareille affirmation. Mais je vous dis, son passage en tant que gouverneur n'a pas laissé que des souvenirs impérissables. Il y a une bonne frange des Katangais dans son ensemble. Vous pensez que les lois Labé qui ont été marginalisées, dont la province était, je dirais, délaissée, ont envie de voir celui qui était l'auteur de leur, je dirais, pourrissement prendre le pouvoir? Quelles sont les routes qui ont été construites? Qu'est-ce qui a été fait au Lualaba, au Tanganyika, quand M. Katumbi était gouverneur? C'est comme ça que je vous dis que certains Katangais n'ont pas un souvenir flatteur qui les inciterait à mener M. Katumbi à la tête du pays. Aujourd'hui, le vote est d'abord sociologique, hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Tout justement.
Tout justement, il y a un équilibre à faire entre la fibre tribale et, je dirais, le pragmatisme. Vous pensez que les gens qui sont en train de bénéficier de la construction des routes, des infrastructures, de l'aéroport moderne, sous le leadership de Mme Fifi Masuka, peuvent dire non, on balaye tout ça, on va revenir à zéro avec M. Katumbi. On reprend à zéro tout cet élan de construction amorcé. On reprend à zéro. La fibre tribale sera butée à cette réalité du pragmatisme. Mais cela étant dit, toujours dans le Katanga, M. Tshisekedi a encore deux leviers qui vont faire qu'ils ne peuvent pas être en ballottage défavorable. Le premier levier, et c'est cela, une guerre, je dirais, une guerre larvée qu'a menée et qui continue à mener le parti Ensemble de M. Katumbi. Cette guerre larvée tient de quoi? Il y a une forte migration de tout le temps, mais qui s'est accélérée des Kassaïens vers le Grand Katanga. Des Kassaïens ont, depuis des lustres, toujours migré. Et cette migration s'est accentuée. Depuis toujours, hein, depuis la nuit des temps. Cette migration s'est accentuée. Ils ont été amenés en masse par les Belges pour travailler dans les mines de Katanga. Absolument. Depuis toujours. À tel point que, je dirais, en termes de nombre, on n'a pas malheureusement les statistiques, mais je pense qu'il peut y avoir facilement entre 30 et 40% de la population kassaïenne qui vit au Katanga. Voilà une forme d'exaspération mal exprimée par certains compatriotes de Ensemble. Tantôt, l'un d'eux, pour ne pas le citer, M. Mondontimba, qui parlait de couper le ciseau pour balkaniser le Katanga. Celle qui est présidente de la Ligue de femmes, dont le nom m'échappe, elle a carrément demandé aux Kassaïens je dirais, qu'on expulse les Kassaïens parce que ils ont vu et constaté que la population, que les ressortissants, je ne peux pas parler de population, que les ressortissants kassaïens étaient en nombre. Et dans leurs calculs, si on s'appuie sur la fibre tribale, parce que c'est une donne sociologique qu'on ne peut pas, je dirais, balayer d'un revers de la main, mais il faudra tenir compte de ça dans ces élections-ci. Mais la donne tribale va certainement jouer. Il faut bien présenter ça parce que le tribalisme a plusieurs tentacules ou plusieurs aspects. Il y a cette forme de tribalisme qui consiste à ce que vous êtes en train de dire fibre tribale, ça veut dire je veux porter mon choix à quelqu'un de mon village. C'est une forme de clientélisme. Pour moi, cette forme de tribalisme, c'est une antivaleur aussi. Hein? C'est une antivaleur, mais je la trouve moins dangereuse que cette autre forme de tribalisme qui est au fait définie comme une haine tribale. Haine tribale. Haine tribale. Ça veut dire le rejet de l'autre parce qu'il n'est pas de ma province. Faire la guerre à l'autre. Vous comprenez? On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire non. Ah, moi, je porte mon choix sur celui-ci parce qu'on est du même village. Bon, les votes ont toujours été sociologiques. Hein, bien que c'est des choses qu'il faille corriger, c'est une tare que l'on a depuis Mobutu, mais c'est une réalité. Donc, comme je vous le disais, au Katanga, si on fait la somme de ce que je suis en train d'exposer ici, la pesanteur de ressortissants de la population d'origine kassaïenne qui est en masse, il n'y a pas que ça. Le rejet pour plusieurs Katangais de M. Katumbi, dont le passage à la tête du Grand Katanga n'a laissé de sous. Mais il a été présenté comme l'un des meilleurs gouverneurs du Katanga. Et comment vous pouvez dire qu'il y a des Katangais qui auraient des souvenirs sombres de M. Katumbi? Ces affirmations
sont un petit peu osés. Monsieur Katumbi a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui est excellent dans le marketing. C'est quelqu'un qui est excellent dans ce que l'on dit la machine à perlimpampa. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai un jour, pas un jour, plus d'une fois, j'ai discuté avec ses partisans. Quand je pose la question, citez-moi des infrastructures notables d'envergure. Des infrastructures. Des infrastructures, même routières, construites par M. Katumbi pendant ses 9 ans à la tête du Katanga. Vous pensez qu'il n'y en a pas? Il n'a pas construit les gouvernements du Katanga, c'est pas lui? Si vous mais même le gouvernorat, là où il siégeait, était à l'abandon. Ah bon? Mais je vous dis, il était à l'abandon, le gouvernorat. Il n'a pas construit l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga? Absolument pas. Ah bon? Mais je vous dis, absolument pas. Rien du tout? Rien du tout, c'est exagéré. Mais, donc vous voulez affirmer ici que Moïse Katumbi n'a pas construit le gouvernorat de l'ancienne province du Katanga, pas même l'Assemblée provinciale, et pas même d'autres. Il n'y a pas de bâtiments comme ça qu'on peut noter, mettre à l'actif de Katumbi. Prenez par exemple le bâtiment construit par la gouverneure du Loluaba, là où sera abrité les parlements. Le siège de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale siège déjà là-bas. Prenez simplement cette infrastructure. Citez-moi une infrastructure du genre construite par M. Katumbi. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Non, ce n'est pas que je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dernièrement, quand le président de la République a dit qu'il n'y a aucune raison de recevoir de M. Katumbi, ses partisans vont debout, sont montés pour dire « Ah, mais tiens donc, qui a construit la route qui va… » Kolwezi-Lubumbashi. Cette route a été construite par le gouvernement central. Même les ponts là-bas, les ponts. Ça, c'est Joseph Kabila. Par le gouvernement. Nous étions avec Jean-Marie Kassamba à Kolwezi et on était allés de ce côté-là. Et il avait fait des reportages même là sur ce pont-là. Kassamba parlait de ça. C'était sous la supervision de l'ACG, je crois. L'Agence des grands travaux. L'Agence des grands travaux. Tout à fait. Ça, c'était le gouvernement central. C'était le gouvernement central. Que ce soit le pont là-bas, ça je l'affirme et je l'ai dit ici, parce que même Jean-Marie Kassamba, avec qui nous étions à Kolwezi, on était même descendu là, il a fait un reportage là-bas. Il avait affirmé ça. Il y a une nette distinction entre la construction des biens privés et la construction des biens appartenant à l'État, des biens publics. Katumbi, c'est, je dirais, illustré dans la construction de son empire à lui. Empire à lui. Donc j'ai dit. Donc il n'a rien fait. Il n'a pas construit d'hôpitaux là-bas. À Kolwezi, par exemple, je vais noter l'hôpital Mwangeji, qui est en train d'être construit par Madame Fifi Masuka. Un grand hôpital. Hein? Mais il y a la construction des bâtiments, par exemple, Derlou, Direction générale des recettes de l'eau là-bas. Il y a des palais de justice. Il y a beaucoup des bâtiments là-bas, la police, même la CENI ici a un bâtiment aujourd'hui construit par la province. Vous pensez que Katumbi n'a pas fait ça lorsqu'il était gouverneur? Maintenant, tenez, s'il avait fait, ses partisans nous l'auraient balancé. Voyez-vous, ils n'ont tellement pas des preuves à mettre sur la table qu'ils se sont agrippés sur des réalisations qui appartenaient au gouvernement central. Il n'y en a pas. Mais tenez encore, là où le bas blesse, c'est que Katumbi est gouverneur pendant 9 ans, pendant l'une des périodes la plus faste du boom minier. Pendant la période où c'était… la tonne métrique du cobalt. Mais ça prenait un ascenseur incroyable. Des prix vertigineux à l'époque, hein, de la tonne métrique du cobalt et tout ça, du cuivre. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait de notable? Cette question, je la pose, je l'ai posée et je veux la reposer encore. Bon, on se souvient encore de ce que M. Muyambo était venu dire aux concertations nationales de 2013. Il avait apporté beaucoup de preuves de détournement d'argent par M. Katumbi. Je pense qu'on aura le temps de revenir pour parler de ça. Alors, vous étiez en train de parler de Katanga. Allons-y maintenant pour l'autre province parce que vous étiez en train de… Un troisième levier pour en finir avec le Katanga qui fera que le président ne puisse pas
être en favorable, en ballottage défavorable, c'est, je dirais, les lieutenants. Il y a beaucoup de notables qui entourent le président de la République, contrairement aux affirmations comme quoi le pouvoir de M. Tshisekedi est un pouvoir, je dirais, tribaliste, où vous n'avez que les Kassaïens. Mais quand vous regardez dans les faits, il y a beaucoup de notables qui sont au pouvoir et qui sont dans l'union sacrée. Les chefs d'état-major général, les premiers ministres, directeurs des cabinets, on passe des meilleurs. Il y en a à foison. Beaucoup de notables katangais qui sont en manette du pouvoir et qui accompagnent le chef de l'État. Tant parmi les gouverneurs que dans le cabinet du chef de l'État. Sans oublier que le Premier ministre est un sujet katangais. Donc, beaucoup d'éléments mis ensemble font que le président a toutes ses chances. Est-ce que vous ne voyez pas que, parce que vous êtes en train de parler de cela, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, le fait que les Katangais aient exprimé des inquiétudes par rapport notamment aux élections législatives, qu'il y aura peut-être cette fois-ci des députés ressortissants du Kassa au Katanga, vous ne pensez pas que c'est une inquiétude légitime pour eux? Bon, inquiétude légitime, je n'exprimerai pas ça sous cet angle, parce que ça serait faire le lit des discours à caractère, je dirais, xénophobe. Je ne ferai pas, je n'emboîterai pas ce pas. Les Congolais, de quelques provinces, de quelques tribus qu'ils soient, s'ils se retrouvent en dehors de leur province d'origine, ils se retrouvent au Katanga, au Bandundu. Mais vous pensez que... Vous pensez qu'il y aura des candidats cette fois-ci au Katanga, ressortissants du Bas-Congo, mais qui étaient élus au Kivu, là-bas? En tout cas, moi, je souhaite que ces genres de choses soient rééditées. Il y a une poussée de la haine de l'autre qui prend tellement de la place que je pense qu'il serait même, je dirais, de bon aloi envisageable que l'on revienne sur la gestion des non-originaires. La territoriale des non-originaires. Alors, vous avez parlé des 3 provinces où Katumbi sera bénéficiaire des pronostics favorables. Vous avez parlé du Nord Kivu. Vous pensez que le Nord Kivu, le Sud Kivu, même si Mukwege sera candidat, Katumbi va battre Mukwege là-bas? Et Tshisekedi, vous êtes en train d'affirmer cela? Et les Maniema? Non, je n'ai pas dit que Katumbi va gagner. J'ai dit les provinces où le président... Ah, ok. Les provinces où le taux de popularité du président est en souffrance sont le Nord Kivu, le Sud Kivu et les Maniema. Et j'ai donné les raisons. J'ai dit son taux de popularité est en souffrance. Mais je n'ai pas affirmé que M. Katumbi va, par exemple, rafler le Sud Kivu. Non. Non plus le Nord Kivu. Quoique, si il est... Je ne sais pas si on va aborder le sujet. Si Mukwege désiste... On va aborder ça, on va parler de ça. Donc on va parler de ça. Je parlais des forces et de faiblesses du président de la République. Et j'ai dit que ces 3 provinces constituent pour moi le maillon faible du poids électoral du président de la République. Aussi de la Grande Orientale, la province orientale, que Tshisekedi ne peut pas l'emporter dans l'ex-province orientale, qu'il aura aussi des difficultés à l'Équateur, au Bandundu, au Bas-Congo. Allons-y province par province. Nous prenons la province de l'Équateur. On va encore revenir sur ce que l'on disait sur la fibre tribale. Mais je vais développer ça. Bon, les votes sociologiques, c'est ça les termes un peu consacrés. Voilà, quoi. Le vote sociologique. La difficulté qu'auront certains opposants, s'ils partent en non dispersés, ils n'ont pas de relais d'opinion fort dans l'Équateur. Mais là où vous avez... Ils n'ont pas de grands alliés. Hein? Mais là où vous avez un Tshisekedi, qui a les Bemba, qui a les Jean-Lucien Boussa, les Liao,
il y a à côté, et les Adam Bombole, les Guy Luando, j'en oublie certainement des meilleurs. Jean-Pierre Liaou et... Je l'ai cité, j'en oublie certainement des meilleurs. Notre vieux qui était vice-président du Sénat, non, vice-président de la CENI. Vice-président de la CENI? Ouais. Le nom viendra. Monsieur Jacques Joly. Monsieur Jacques Joly. Vous voyez que j'en oublie d'autres. Oh, tous les grands Manitou de l'Équateur sont derrière. C'est un secret des professionnels. Et d'ailleurs, monsieur Katumbi vient de faire il n'y a pas longtemps un tour. Il a fait un fiasco incroyable. En Bandaka, vous avez vu les images ont parlé d'elles-mêmes. Bien qu'ils ont voulu rogner, ils ont tenté de... Mais les images... Non, c'était flagrant. Hein, c'était flagrant. Alors, dans la province orientale? Dans la province orientale, cette province a la particularité de toujours... De n'appartenir à personne. Voilà, vous me complétez si bellement. Depuis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui sort du lot, même si notre ancien président de la CENI, frustré et aigri, veut s'accaparer veut s'imposer comme leader incontournable. On ne se proclame pas leadership, ça se constate. Ça se constate. Il y a Eve Bazaïba qui est là, qui est une femme incontournable. Incontournable. Il y a Madame Eve Bazaïba, il y a la questeur du Sénat, son nom m'échappe aussi, oui, Aguito. Carole Aguito. Il y a, non voilà, il y a Christophe Nanga Bassani, il y a Christophe Nanga, le gouverneur. Donc le président de la République a aussi de relais forts. Et comme je l'ai dit, cette province, depuis toujours, n'a jamais vu un leader, je dirais, qui coiffe tout le monde. Un grand leader qui s'impose comme leader incontournable. Qui peut transmettre un mot d'ordre suivi par l'ensemble de la province. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas jusque-là. Il n'y en a pas. Donc la province sera, les Romains vont s'empoigner là-bas. La province sera, je dirais, équitablement partagée entre les challengers. Chacun prendra sa part. Mais il n'y a pas quelqu'un qui viendra dominer ou coiffer l'autre. Et les Bandundu maintenant? Les Bandundu? Les grands Bandundu dans son ensemble? Le grand Bandundu dans son ensemble penchera naturellement pour Martin Fayulu. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça, il n'y a pas de débat. Malgré Mbosso, malgré... Non. Il n'y a pas de débat. Je disais qu'il n'y a pas de débat, mais il n'y aura pas un raz-de-marée. Pas de raz-de-marée pour Martin Fayulu? Non, il n'y aura pas un raz-de-marée. Ah bon? Parce que le contrepoids est quand même là. À travers, je dirais, les leaders régionaux, les leaders régionaux qui sont derrière M. Tshisekedi. Vous avez cité Mbosso. Mais est-ce que Mbosso vraiment a un poids politique considérable au Bandundu? Est-ce qu'il a un poids semblable à celui des Mozito? Non. À celui de Martin Fayulu? Soyons quand même honnêtes en analysant les choses. Non, la donne qu'on oublie, un peu comme au Katanga, comme au Kasaï aussi, comme dans beaucoup de nos provinces démembrées, il n'y a pas des leaders qui coiffent toute la province. Je peux vous donner un exemple. Parlons peut-être de M. Jean-Pierre Bemba. M. Jean-Pierre Bemba ne coiffe pas tout l'Équateur. Il y a José Makila qui s'impose à Guémena là-bas. Hein. Il est incontournable là-bas aussi. Hein. Non. José Makila? Non, Guémena c'est le fief d'abord de Jean-Pierre Bemba. Mais aussi José Makila, oui. José Makila, c'est, je dirais, de la vieille histoire. Je peux même considérer que M. Andy Bemba, que je salue, qui est candidat, a aujourd'hui plus de visibilité au Dora. Giala Mobutu aussi? Non, Giala Mobutu, eux, c'est le Nord-Ubangi. Le Nord-Ubangi, tout à fait. C'est le Nord-Ubangi. Voyez-vous, donc, ça veut dire il n'y a pas de leader qui, je dirais, qui asperge toute la province. Les leaders prennent des entités. Comme vous prenez, là où je maîtrise assez bien l'Équateur, vous avez Guy Luando. Guy Luando maîtrise la Tchouapa, mais Guy Luando n'est pas un leader incontestable du Nord-Ubangi. Okay. Vous voyez? Si vous prenez M. Liao, Liao, incontestablement, Ali Salah. Ah, mais là, Janine Mabunda est aussi là-bas. Hein? Janine Mabunda, ben, elle est non partante. Elle est non partante, à moins qu'elle décide de battre campagne pour M. Katumbi. Voilà. Mais pour l'instant, elle est non partante et M. Liao est un leader incontestable.
dans le coin. Il y a aussi mon vieux, il était ministre de Sport, et il disait Kabila Totondiote, comment il s'appelle encore mon vieux là? J'oublie son nom. Là, il a rejoint l'Union Sacrée. Bon, c'est une grande tristesse pour moi, un peu, ces transhumances. Il y a des personnes dont la transhumance me dérange un peu. Mais là n'est pas le débat. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment des leaders qui coiffent toute une province. Donc, au Bandundu, vous voulez dire que là, c'est le cas? Au Bandundu, il y a des endroits où, que vous le vouliez ou pas, que vous l'aimiez dans les ou Kwilu, pas, Mouzito s'impose dans les Kwilu, là. Les fiefs historiques de Gizenga, l'héritier valable de Gizenga, c'est l'héritier testamentaire, c'est Mozito. Et il s'impose au Kwilu. Oui, mais si vous venez à Kenge ici, mais monsieur, quelqu'un comme monsieur Tréfon Kikei Moulumba, là, il est incontournable. Massimanimba, ce sont quoi? même s'ils se partagent les mêmes villages et tout ça avec Fayoulou là-bas, c'est aussi compliqué. C'est la réalité de notre politique. Donc, quand vous dites Bandundu, il faut ne pas perdre. Alors, le Congo central? Le Congo central aussi est une province, je dirais, flottante. C'est une province où les candidats... Est-ce que Tshisekedi peut l'emporter au Congo central? Je ne pourrais pas affirmer. Il y aura une forme d'équidistance entre les différents challengers. Avec tout ce qu'il a fait là-bas, Simon Kimbangu, tout ce qu'il a fait, Mwanda Sem, tout ça, vous pensez que Tshisekedi ne peut pas l'emporter aujourd'hui au Congo central? Non. Il y a... M. Fayoulou ou Katumbi? On a 3 cycles déjà d'élections. On apprend à comprendre, je dirais, la sociologie, le mot que vous aimez bien, la façon de voter de tel coin ou tel coin. Le Congo central est un électorat assez complexe aussi, assez complexe. Les voix au Bas-Congo ont toujours été éparpillées entre les différents candidats. Je pense qu'il en sera de même. Mais le président, je pense qu'il a bon espoir de bien figurer au Congo central. Qui peut l'emporter au Congo central selon vous? Ça va se jouer entre le président et Fayoulou. Alors, Kinshasa? Bah, naturellement, Kinshasa sera remporté haut la main par le président. C'est pas Fayoulou? Non, Fayoulou a perdu. Quand déjà, il n'a pas pu présenter des candidats députés. Vous savez que les candidats députés sont les relais de propagande du candidat président. C'est un handicap pour lui. C'est un handicap pour lui. Et cet handicap va peser à la fin. Donc, vous voulez dire ici que Tshisekedi ne peut l'emporter, là vous avez dit clairement, ne peut l'emporter que les marques à Kinshasa? Tshisekedi, ou encore le président de la République va l'emporter à Kinshasa, va l'emporter, ça c'est de façon certaine, dans l'espace Grand Kasaï. Va probablement, ça va se jouer kiff-kiff entre lui et Fayoulou au Bas-Congo. Le président sera, à mon avis, battu, mais pas de loi, par Katumbi dans le Krakatanga. Je dis bien battu, mais pas avec un écart conséquent, à cause de des réalités que je vous ai peint. Quelle province j'oublie? Je parlais du Bandundu. Vous avez parlé du Bandundu et puis... Le Bandundu sera remporté par Martin Fayoulou, l'Équateur de M. Tshisekedi. Le président de la République va remporter la province de l'Équateur et de loin, parce que ces challengers n'ont, je dirais, aucun pilier. Il n'y a pas vraiment de grands poids lourds, de l'Équateur qui sont derrière Katumbi. Alors, donc, je note que vous avez parlé de Kinshasa, où va l'emporter les Kasaï, naturellement. Kinshasa, le Kasaï, l'Équateur. Le Bas-Congo, c'est kiff-kiff. Les Bas-Congo, ils vont s'affronter avec Fayoulou là-bas. Ils vont s'affronter avec Fayoulou là-bas. Ça sera kiff-kiff. C'est fini? Le Nord Kivu, Sud Kivu, là, c'est réservé à Moïse Katumbi. En toute honnêteté, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema,
Et les Katanga, là, Katumbi sort premier là-bas. Ça fait déjà 4 provinces où il sort, selon vos analyses. Non. Il faut bien me suivre. Je n'ai pas dit que Moïse Katumbi va remporter le Sud Kivu. Ah, ok. Non plus qu'il va remporter le Nord Kivu. J'ai dit le taux de popularité du président est en baisse. Ah, je ne pourrais pas parier sur une victoire de M. Tshisekedi. Monsieur Charles Leclerc, on fait de l'analyse. Tout à fait. Donc, quand on est pendant la période de la campagne électorale. Voilà. Donc, on se fie aux données qui dépassent notre, je dirais, improbable soutien, une admiration, une affection. Alors, mais c'est pas... selon je dirais, selon la réalité du moment. Les choses peuvent bouger. Selon la réalité du moment, il est difficile d'estimer que le président va gagner au Nord Kivu. Maintenant, si le président perd au Maniema, par exemple, le Maniema, il représente quel point électoral? Non, c'est peut-être la dernière province. Hein. Il n'a pas vraiment un grand poids électoral. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, M. Patrick Eyalé, Tshisekedi s'est adressé à la population au Stade des Martyrs. Selon vous, est-ce qu'il a été convaincant dans ce qu'il a dit aux Congolais? Non, monsieur le Président est en train de réveiller, je dirais, la conscience du Congolais sur quelque chose que nous semblons négliger, mais qui a toujours été le talon d'Achille de notre pays. Et ce, depuis l'indépendance. Et c'est quoi ce problème? C'est quoi ce sujet? C'est l'ingérence, l'immixtion de l'étranger. Les candidats des étrangers. Depuis 1960, l'étranger a toujours voulu avoir à la tête du pays des pantins. Pantins. Il a toujours voulu, depuis la tête, depuis 60, avoir des marionnettes, pour reprendre l'expression de M. Fayulu. Qui peut être aujourd'hui là? Alors, soyons clairs. Allons tout droit au but. Qui peut aujourd'hui être qualifié de candidat de l'étranger qui va vendre les pays aux étrangers parce que le président l'a dit, c'est qui? Laissez-moi d'abord finir mon propos et je vais terminer là. Donc je disais que depuis 60, l'étranger a toujours cherché à avoir un président de la République qui sera sous sa coupe. On a vu ça avec la Bisbee, qui a eu Oncle Lumumba et Kassavobu. Après, il y a eu Mobutu. Il est de notoriété publique que Mobutu était le candidat des Américains choisi par la CIA, formé par la CIA. Pendant longtemps, ces gens l'ont protégé. Et quand les intérêts ne se sont plus, je dirais, croisés, ils ont envoyé quelqu'un, Bill Richardson, pour dire à Mobutu que c'est fini pour vous. Il est temps pour vous de laisser le pouvoir. Les Américains ont dit ça à travers Bill Richardson. Et ce triumvirat composé des États-Unis, de la France, de la Belgique, qui ont toujours voulu avoir leur mot à dire au pays, se sont choisis un président de la République. C'était le choix proposé par Kagame. C'était Mouzé. C'est des faits. C'est des faits. Mouzé Kabila a été le choix de Kagame présenté à ce triumvirat. Les circonstances ont fait que Mouzé se retrouve président. Mais Mouzé est pris par un élan patriotique, a décidé de briser la glace. Il a brisé la glace et ça lui a coûté sa vie. L'assassinat de Mouzé est un complot dont les pays étrangers ne sont pas exemples. Alors, vous... Maintenant, je vais en finir. Quand Mouzé décède, son fils le succède. On a tous vu M. Louis Michel prendre M. Kabila, l'amener faire le tour, le présenter, un peu comme un parrain qui présente son poulain. Les premières années du pouvoir de M. Joseph Kabila, l'étranger l'a accompagné. Mais un peu, comme avec Mobutu, comme avec Mouzé, il y a eu rupture avec Kabila. Et ils ont
l'étranger a beaucoup contribué pour que M. Kabila parte du pouvoir. Parce qu'il y a eu scission entre les deux. Alors aujourd'hui... J'en viens, permettez que les téléspectateurs comprennent le rôle de l'étranger. Nous arrivons aux élections 2018. L'étranger finance avec les mots Ibrahima, avec le truc... George Soros, avec le Glencore, je crois aussi, qui était là. Les étrangers ont choisi. Fondation Kofi Annan. Fondation Kofi Annan, qui est encore revenu pour... Il s'est choisi ses candidats. Ce candidat est connu. Les candidats de la Fondation Kofi Annan, de Soros, George Soros, de Mo Ibrahim. À l'époque, souvenez-vous. C'est comment son nom? Mais c'est le candidat malheureux de 2018. Je suis encore là. Candidat malheureux de 2018? Mais oui. Aujourd'hui, là? Non, je suis encore en 2018. OK. Quand l'étranger s'est choisi un candidat. Donc c'était Martin Fayulu, c'est ce que vous voulez dire. Donc vous pensez que Martin Fayulu était le candidat de George Soros, de la Fondation Kofi Annan, par cette, je dirais, ce conglomérat. C'était le candidat voulu par eux. Ils ont déroulé le tapis rouge. Souvenez-vous, à l'époque, quand nous appuions dans les chaînes, plus particulièrement les chaînes françaises, mais c'était Fayulu par-ci, Fayulu par-là. Peut-être, je suis d'avis que Fayulu n'en savait rien. C'était la personne qui manageait ça. Monsieur Katumbi. Ah, c'était lui qui manageait ça. C'est lui qui manageait ça. Je suis d'avis, connaissant tout petit peu Fayulu, qu'il ne savait pas ce qui se jouait réellement. Donc il était manipulé. Le mot est peut-être fort, mais je pense qu'on peut... Il était utilisé? Je pense qu'on peut... Il était une marionnette, tout simplement? je préfère le terme, il était utilisé. Voilà pourquoi, quand il s'agit... Il était un candidat pantin. Mais c'était le candidat à la coupe de Katumbi, et Katumbi avait ses deals avec l'étranger. De 2 ans, il fallait revenir, faire les élections. Voilà pourquoi, quand vous regardez ce qu'ils ont appelé, je ne sais plus moi ce qu'ils ont appelé. C'était l'accord de la Moukala. Hein? Oui, il devait faire 2 ans. Il devait rendre... Vous avez déjà vu un président rendre un compte chaque semaine. Un président qui doit rendre un compte chaque semaine de ce qu'il fait. Non, Fayulu a été, je suis désolé, a été en signant ça, en acceptant ça, a été utilisé, pour ne pas prendre certains qualificatifs un peu forts, a été utilisé. Et il y avait même des formules des Illuminati dans l'accord qui était signé. Si je ne respecte pas ça, je dois mourir, tout ça. C'était un peu compliqué là. C'était des choses maçonniques. Des choses maçonniques. Absolument. Voilà, je comprends. Fayulu, chemin faisant, il s'est sûrement rendu compte je dirais, du guet-apens. Voilà pourquoi il a refusé de céder cette fois-ci. Il a refusé, quand ils sont allés à Pretoria, de céder à cette messe noire encore une fois de plus. Messe noire, vous dites? Ma messe noire. Messe noire. La rencontre des opposants messe noire, à Pretoria, parrainée par l'étranger, par les mêmes acteurs qui ont envie de voir à la tête du pays un pantin. C'est qui? Alors, c'est qui le nom du pantin en question? Vous pensez qu'aujourd'hui, là, les négociations qui ont eu lieu en Afrique du Sud, où il y a eu le délégué de Fayulu, délégué de Denis Mukwege, délégué de Sessanga, délégué de Moïse Katumbi, qui a déjà un candidat choisi par l'étranger, c'est qui ces candidats-là? L'étranger se cherche un candidat. Et pour l'étranger, le candidat idoine, les candidats qui répondent à leurs critères. C'est M. Katumbi, on ne va pas se cacher. Ah bon? Oui. Ils ont plusieurs chevaux. Mais le cheval idéal pour eux, le cheval qui répond à leurs critères, c'est M. Katumbi. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, il serait le meilleur candidat pour eux? Parce qu'il donne des gages. De la vente du pays à eux? Vente. Il va livrer. Le président Tshisekedi a dit que Bakote Kambo Kanabapaya. Vente, je n'utiliserai pas cette formule, mais de la fragilisation voulue du pays afin que ça profite aux intérêts multinationaux contrôlés par ces gens.
Comment vous pouvez imaginer qu'une mission de maintien de la paix, 20 ans, je ne sais pas moi, 25 ans, 30 ans après, n'arrive pas à pacifier l'Est du pays, mais ne veut pas quitter? Comment vous pouvez imaginer? Vous voyez le double standard, l'hypocrisie, donc dans sa forme la plus laide. Nous avons amené, quand je dis nous, le gouvernement congolais, les preuves de l'implication de l'armée rwandaise. Mais ces gens-là, ils font comme si ils ne voyaient rien. Alors, Patrick Yalé... Pourquoi? Parce que la fragilité qu'il y a à l'est du pays arrange le business, arrange, je dirais, la même mise sur... Alors, Katumbi a dit que dans 6 mois, il va mettre fin à la guerre à l'Est. Hein? Vous pensez que comme cette guerre-là est entretenue par les intérêts obscurs étrangers, et que si lui est candidat de l'étranger, il a raison de dire qu'en 6 mois, la guerre va prendre fin? Il y a possibilité de mettre fin à la guerre même en 2 jours, en acceptant les conditions posées par l'étranger à travers leur homme à tout faire à l'est du pays. Oui, il y a possibilité, même en 2 jours. Est-ce que vous pensez que Katumbi a des acquaintances avec Kagame? Monsieur Katumbi est un bon ami de Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, qui est, je dirais, l'un des parrains de Kagame. Cette trilogie-là est suffisamment expressive. Cette trilogie est suffisamment expressive. Quand quelqu'un donne les gages de finir cette guerre qui dure pendant plus de 20 ans, en 6 mois. Bon, il a parlé à la fois de 3 mois et puis 6 mois, on ne comprend pas bien. Il a dit l'armée 6 mois, lui 3 mois, donc voilà. Hein? Mais même en un jour, ça s'appelle de la reddition. Ça s'appelle de la reddition. C'est-à-dire accepter les conditions posées par l'ennemi. L'ennemi attend de nous, attend du Congo, que le Congo respecte ces conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que aucune personne qui a sa tête en place ne peut estimer que cette guerre peut être finie en 6 mois. Non. Alors, Patrick Yalé, on a vu les candidats s'aligner désormais, désister en faveur de M. Katumbi. On a vu, après l'ultimatum d'ailleurs qui était lancé par les candidats présidents de la République, l'ultimatum lancé, demandant la CENI d'organiser immédiatement des concertations, pas immédiatement, d'organiser des concertations avec eux en déant 24 heures. Au cas contraire, ils devraient se prendre en charge. Et l'ultimatum a déjà expiré, ils sont là, mais ce qu'on voit par la suite, c'est qu'il y a déjà des candidats qui commencent à s'allier, à désister en faveur de Katumbi. Ça a commencé avec Matata Pogno, aujourd'hui c'est cette Kikouni. J'aimerais d'abord parler de cet ultimatum avant de parler des ralliements. Cet ultimatum est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. En réalité, ces candidats n'étaient pas prêts pour les élections. Souvenez-vous, ils ont d'abord véhiculé le message comme quoi la CENI préparait le glissement. C'est la chanson qu'ils ont chantée tout l'été, si vous me permettez l'expression, que la CENI préparait le glissement. Pendant ce temps, je dirais clopin-clopin, la CENI travaillait. Cette CENI qui a eu 28 mois de retard pour son installation. 28 mois de retard. 28 mois de retard. Il était plausible d'estimer qu'avec ce retard accumulé, avec le problème de décaissement, il serait difficile de tenir l'élection à date échue. Mais fort malheureusement pour eux, la CENI a su relever le pari. Arrivé au stade où l'on doit, je dirais, constater que la tenue des élections est pour la date échue, les prétendants commencent à multiplier les revendications farfelues. Tenez, j'ai suivi l'un d'eux, qui est communicateur de M. Katumbi, en train de fustiger des centres qui seraient des centres imaginaires. Je suis candidat.
dans la circonscription de Bondalungwa. J'ai pu entrer en possession de la cartographie du centre d'élection. Et avec mon équipe, je me suis rendu compte qu'il y a ces adresses où vous avez 2 centres dans une même adresse. Si je suis de l'opposition et que je vais semer le doute, je pouvais crier à la tricherie. Mais étant natif de Bondal, connaissant les lieux de centre, je sais que là où ils ont écrit qu'il y a 2 centres dans cette adresse, il y a effectivement 2 centres. Je prends l'exemple de Sebeko, l'ancienne Sebeko. Il y a 2 centres qui sont 2 écoles différentes, qui vont servir de centre. Pareil pour Saint-Michel, où vous avez l'école Collège Saint-Michel et vous avez aussi l'école Omisalissa, mais dans la même adresse. Okay. Et cela ne pose pas de problème à votre avis? Cela ne pose pas de problème. Si vous avez une méconnaissance d'un lieu, on vous dit, ah voilà, on a dit à Dibaya, sur l'adresse, je ne sais pas, je ne connais pas bien les adresses, sur leur destel, ils ont mis 2 centres. C'est que c'est une tricherie. Non, il y a des adresses où vous avez la possibilité d'établir 2 centres. À Kinshasa, ces cas, il y en a. J'ai ce cas chez moi dans l'inscription de Bandal, dans 2 adresses. Vous avez 2 centres logés dans 2 adresses. 2 centres qui représentent 2 écoles distinctes qui serviront de centres. Ok, alors. Maintenant, là où ils ont fait preuve de mauvaise foi. Mauvaise foi. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction de M. Ntcholé et de son compère M. Senga à la suite d'une rencontre qu'ils ont eue avec l'équipe de la CENI. Oui. Ils ont, pour une des rares fois, dit qu'il n'y avait pas grand-chose à ce stade à reprocher à la CENI. Il y a eu une espèce, je dirais, de confusion avec les chiffres avancés concernant le nombre d'enrôlés, parce qu'il fallait faire une distinction entre les enrôlés au Congo, ajoutés aux enrôlés congolais enrôlés dans les 5 pays. Cette différence, il faut la faire lors du calcul du quotient pour les sièges. Parce que dans ce calcul, on ne peut pas intégrer les enrôlés congolais enrôlés en dehors de l'espace territorial. On a voulu insérer un flou, mais qui a été vite rétabli. S'agissant, pour moi, le grand problème, et le problème sur lequel je peux penser légitimement qu'on peut dire que la CENI a fauté, c'est le problème des cartes. Alors, très bien. Alors, parlons maintenant parce que nous tendons à la fin de cette émission. Je viens de voir ce communiqué qui vient de tomber. Et il y a un 3e candidat qui vient... Franck Diongo. Franck Diongo. Alors, cette Kikouni, désiste en faveur de Moïse Katumbi. Vous l'avez eu en direct. Moi, je n'ai pas touché mon téléphone, mais je vous ai dit que c'est Franck Diongo. Et je peux vous garantir que je ne suis pas prophète. Ah bon? Je peux vous garantir que je n'ai pas une boule où je vois les choses. Mais je suis un analyste, je sais comment l'OPA, l'offre de politique d'achat, se fait. Donc, c'est tout sauf une surprise que de voir M. Kikouni, que de voir... c'est tout sauf une surprise. Mais oui, j'ai d'ailleurs fait une blague ce matin en disant celui qui criait partout qu'on devait l'interdire de postuler à qui candidature. Ouais, non. Donc, c'est... À qui candidature? Non, à qui candidature? Mais vous pensez que ses compatriotes se désistent parce que quand ils ont suivi Katumbi défendre son programme tout seul, ils ont dit « Ah, c'est brillant ça. Ah, il maîtrise ce qu'il dit. » Ils l'ont suivi ou défendre son propre programme pour qu'il désiste en sa faveur. Ils l'ont suivi où? Ils n'ont pas suivi Katumbi? Non, ils l'ont suivi où défendre Katumbi, son propre programme. Quelqu'un qui n'a pas été en mesure de défendre son propre programme, sa propre vision. Vous désistez pour lui.
Quand est-ce qu'il a pu les convaincre de sa capacité à intégrer cette vision qu'il va défendre? S'il n'est pas à même de défendre par lui-même une vision qui lui appartient, mais à combien plus forte raison il sera dans l'incapacité de défendre une vision commune, un programme commun? Vous pensez que Katumbi est incapable de défendre un programme devant la presse, devant tout le monde? Il ne peut pas faire ça? Les programmes communs qu'ils vont élaborer? Depuis que j'ai commencé à suivre la politique, et je peux vous dire, Charles Quint, ça peut faire une bonne vingtaine d'années, je n'ai jamais vu un candidat président de la République se faire représenter pour, je dirais, peindre les grandes lignes de son programme. Non. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. C'est la première fois dans l'histoire. C'est la première. C'est ma que ce soit en Europe, parce que faut vous même, ne voyez pas aussi ça là-bas. Il faut même pas parler. faut même pas parler de ces gens qui ont un train d'avance par rapport à nous dans ce qui concerne, je dirais, les civilités politiques. Non, ils sont largement en avance. Donc par vous rapport ne à nous. concevez pas, vous ne pouvez pas imaginer un candidat en Europe envoyer quelqu'un d'autre aller parler de son programme électoral sans qu'il ne soit là. La primeur revient à celui qui va faire exécuter ce programme. C'est à lui que revient cette primeur. Même, il faut que, je ne sais pas si mes souvenirs me trahissent, je suis en train de me questionner si Kabila s'était aussi fait représenter. Je dois encore... Kabila n'a jamais présenté un programme électoral devant les Congolais. Alors, maintenant, Patrick Yalé, il y a des candidats qui désistent en vrac, en masse pour Moïse Katumbi. Ça démontre que la bataille sera très compliquée pour Félix Tshisekedi. Mais attendez, quand vous prenez... Avec les poids de Seth Kikouni, les poids politiques de Franck Diongo, les poids politiques de Matata Pognon, ça complique un peu les choses pour Tshisekedi et les autres candidats. Je peux vous soupçonner d'avoir reçu un peu de chop-chop par ces gens pour parler d'eux. Hein? Ah bon? Comment vous pouvez affirmer que M. Kikouni a un poids politique? Il n'a pas de poids politique? Il a un poids virtuel sur les réseaux sociaux. Ah, il a beaucoup d'abonnés. C'est un poids. C'est aussi un poids, non? Non. C'est un poids virtuel sur les réseaux sociaux qui est constitué des Congolais de partout. Mais s'il a 300 000 abonnés, par exemple, il ne peut pas les mobiliser aussi et puis les entraîner pour soutenir sa cause? Est-ce que vous savez que dans Twitter, vous avez des abonnés de tous les pays? Okay. Vous avez des abonnés des Bangladesh, des Congolais qui vivent en Australie, des Congolais qui vivent... Ces gens-là... seulement aussi des Congolais, seulement de la RDC. Hein, mais... Non, prenons seulement les Congolais. Prenons seulement les Congolais. Quelqu'un peut avoir aussi 3-4 comptes sur... Voilà. Il y a peut-être beaucoup de Congolais abonnés qui sont en Turquie, là où il fait ses commerces. Et ces gens ne vont pas voter. Entre nous, mon frère, comment on peut prendre en considération quelqu'un qui, il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 4 ans, il n'y a pas 3 ans, c'est à peine là, qui disait que M. Katumbi, il a vraiment cité, hein, qu'il a été désavoué comme le FCC, qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui se sont enrichis illégalement. Je pense ne pas me tromper. Il parlait bien entendu de Moïse Katumbi. Mais il parlait de Moïse Katumbi. Donc c'est récent. C'est récent. J'aimerais un peu lire ce que vous venez de dire là. J'ai vu, ça c'est les tweets de Seth Kikouni. Ben voilà. Où il disait on peut intégrer Fayoulou et Matungulu à l'exercice du pouvoir comme le dit Ambongo. Mais il n'y a pas de différence entre Katumbi, Bemba et les FCC que les peuples désavouent. Gouverner en RDC ne doit pas se définir par la popularité et la richesse acquise à n'importe quel prix. C'est ce qui est connu. Aujourd'hui, vous comprenez, mais si vous dites que Seth Kikouni n'a pas un poids politique, Matata quand même a un poids politique pour avoir été Premier ministre. Non, déjà, vous faussez le débat. Quand dans un même sujet, vous parlez de Seth Kikouni, vous parlez de Matata. COP, la misée, bon, ils ont la moutoumor, babi à sombara.
Somba, à intérêt. Candidature là-bas. Winner, Paris Foot, a misé 65 000. Bon, celui pour qui la politique se résume à l'argent, bah, quelqu'un d'ailleurs qui est leur communicateur disait il n'y a pas longtemps, mais c'est quoi hein? Il suffit chantage à Mouké au CD, chantage à Mouké au CD, au Pessimbonga. Donc, si Franck Diongo a désisté en faveur de Katumbi, Winner, c'est Kikouni, Paris Foot. Matata Pogno. On veut m'empêcher de postuler à telle candidature. Comment quelqu'un qui a crié tout haut pendant tout ce temps, donc, il y a Matata a telle candidature. COP. C'est-à-dire, il y a COP et COP, c'est-à-dire, dans niveau ibélé, COP a les bossés qui se soustrait de l'étau judiciaire. Non, mais c'est pas fini. Hein, non, mais c'est-à-dire, non, mais dans sa perspective, comment il a établi et aligné les choses, il s'est cherché des voies et moyens pour se soustraire. C'était ça le grand but. Non, je suis candidat, je vais être président, on veut m'empêcher. Et quand on disait, mais quand je parle de quel poids, le poids de Matata qui est négligeable n'est pas comparé au poids de Kikouni qui n'existe pas. Donc, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Il a un poids virtuel. Matata a un poids politique réel, mais qui ne peut pas, même dans les rêves le plus fous, le faire devenir président. Et il le sait. Ah bon? Ben, il le sait. Des challengers, qu'on ne se cache pas des challengers, ceux qui, si les étoiles s'alignent et que les circonstances sont favorables dans l'opposition, il n'y a que 2 noms pour moi qui peuvent légitimement penser qu'ils peuvent devenir président. Mais Franck Diongo, c'est une candidature sérieuse. Franck Diongo a sa candidature sérieuse. Quelle candidature sérieuse? Franck Diongo peut faire basculer. Qu'on donne Franck Diongo l'Équateur, qu'il aille faire des meetings et faire basculer la population, que la population du Grand Équateur vote M. Katumbi. Qu'on essaye un peu voir, même au Bas-Congo ici. Même au Bas-Congo ici, même à Kenge. Donc Franck Diongo, à quoi ça attend moi meeting, moi on a 40, 50 000 personnes va être. Non, mais. Attends, le vélodrome, on a autant de vélodrome. Nous parlons de l'élection présidentielle qui va consister à avoir des millions de voix. Qu'est-ce que 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 voix que font certains députés va changer dans la donne? Merci beaucoup, Patrick Eyalé. Docteur Mukwege, selon les informations qui sont vraies jusque-là, a refusé de désister en faveur de Katumbi, de quelqu'un d'autre. Attendons voir peut-être dans les heures à venir. Mais jusque-là, selon son directeur de cabinet, les informations de tout à l'heure là, il a refusé. Docteur Mukwege est dans un sacré dilemme. Ce dilemme est du fait que, je dirais, son envol c'est tout de suite, a tout de suite fait pchit. Ça veut dire les espoirs qu'il pensait qu'il allait susciter en annonçant sa candidature ont été étouffés dans l'œuf. Les quelques tournées d'itinérance qu'il a fait au Bas-Congo et au Bandundu ont fini par le désillusionner. Un échec cuisant, hein? Bah, plus que cuisant. Il n'était pas reconnu par la population dans les rues du Bas-Congo. Il se retrouve face à un dilemme. Il est conscient de son vrai poids politique. Et en même temps, je pense que... Non, je pense qu'il n'est pas dans cette posture-là d'aller se vendre chez Katumbi. C'est ça la difficulté qu'il a. Il dit, si je persiste, mon vrai poids sera connu. Je risque de compromettre mes chances pour peut-être 2028. Je dois peut-être conserver le mythe. Je donne raison à M. Jean-Baptiste Placard de RFI, qui avait dit qu'il aurait dû, je dirais,
Rester une sorte de conserver son mythe. Il s'est lui-même démystifié. Et quand vous suivez ses interventions, j'ai suivi. Il ne maîtrise pas encore bien. J'ai suivi avec monsieur Lusakweno. Vous sentez que c'est quelqu'un à qui on a appris des choses, mais qui n'a pas bien maîtrisé. Vous reformez une armée comme la nôtre en 2 ans. C'est-à-dire, en 2 ans, il va former des généraux. En 2 ans, il formera des généraux. Cette armée, vous la reformez en 2 ans. Merci beaucoup, M. Patrick Yalé. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir était pour moi. Merci. Restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver très, très prochainement dans un autre numéro des débats congolais.